On va passer maintenant à la session de discussion sur la session de l'après-midi d'abord et ensuite sur l'ensemble des sessions avec deux focus dont je pourrai vous redonner les questions qui les lancent, qui les initient. Alors Christelle et moi, on a toujours des questions en réserve, mais on serait très heureux que les autres intervenantes et intervenants du matin ou de l'après-midi ainsi que l'audience puisse prendre la parole. D'abord sur cette session de l'après-midi. Alors pour vous rappeler, en premier, nous avons entendu Claire Châtelet sur la surprésence et absence, le paradoxe du corps dans les dispositifs immersifs, notamment à travers son expérience d'Afterloop, si mon souvenir est bon sur l'exemple qui a été mobilisé. Ensuite, à 14h30, nous avions plateforme technologique du Scream, dont on a entendu la dernière intervention à l'instant. Et pour clore cette session, syndrome hallucinatoire versus immersion dans l'image participative de Marcin Sobieszanski. Voilà, vous avez la parole. Et puis, si vous souhaitez la prendre, n'oubliez pas qu'il y a une petite main à montrer en bas à gauche de l'interface Jitsi qui vous permet de prendre la parole, ou vous pouvez également écrire dans le chat et je pourrais à ce moment-là vous donner la parole. Alors, il y a Luca qui veut prendre la parole. Oui, merci Ludovic. Alors, encore une fois, je suis caméra activée, mais on ne me se voit pas, donc désolé. Mais voilà. Et donc, merci pour cette séance et pour la séance précédente. Moi, j'avais une question pour Claire Châtelet. J'ai trouvé votre intervention très, très intéressante et je m'occupe moi aussi d'allier un peu les réflexions plutôt phénoménologiques et philosophiques sur le corps à la question de la réalité virtuelle en sens large. Et donc, j'aimerais que vous puissiez revenir sur la question de votre réinterprétation du concept du corps utopique chez Foucault. Et pour un peu mieux comprendre, si il s'agit chez vous d'une espèce de corps, comment dire, un corps qui évacue certains problèmes liés aux organes. Donc, évidemment, j'ai pensé au corps sans organes d'Antonin Artaud, réélaboré par Deleuze, mais aussi au corps sans surface de Bacon. Donc, tous ces corps sans quelque chose qui sont protagonistes d'une certaine approche philosophique, mais plus simplement pour comprendre ces corps dont vous parlez, c'est un corps moindre ou un corps redoublé dans une espèce d'effaçage entre un corps qui est immergé et un corps qui est encore attaché à ce qu'on appelle la réalité, ou si c'est un corps qui pose résistance finalement, un corps qui, avec sa propre opacité, pose résistance à une espèce de transparence qui sera la transparence du médium de la réalité virtuelle, et donc surtout une résistance à la capture des systèmes de captation. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur cette question qui est une question très large, mais voilà. Merci Lucas pour cette question, mais précisément en fait, j'ai essayé c'est un peu des intuitions parce que j'ai pas encore travaillé plus profondément sur la question, mais j'ai essayé de voir, mais effectivement le corps sans organes, etc., ça serait intéressant de rattacher aussi à toutes ces questions, mais je crois que précisément le corps utopique tel que l'envisage Foucault, ça ne suffisait pas dans ma réflexion pour analyser la posture que j'avais en tant que participante au dispositif Alpha Loop. Et il y a à la fois donc cette idée de corps utopique qui me sort de moi, qui me met hors de moi et qui m'échappe en fait, comme l'analyse aussi Philippe Sabot, et en même temps le corps qui oppose une résistance
à ces perceptions perturbées d'une autre dimension de la réalité. Parce que ce qui est spécifique dans Alpha Loop par rapport à tout ce que j'ai fait jusque-là, moi, comme expérience, c'est que ça mêle de la réalité augmentée ou mixte, en tout cas, puisque c'est un casque qui est un Gear VR dans lequel il y a un téléphone Samsung qui a été trafiqué pour être soit permettre de voir notre réel, soit occultant, où on a vraiment des images artificielles. Donc c'est ça qui est extrêmement perturbant, à la fois en termes d'expérience et d'émotions esthétiques que ça produit, et aussi en termes de théorisation de cette performance, puisque pour moi, c'est pas du tout un corps dédoublé, c'est un corps, enfin quand je dis corps redoublé, le terme était choisi à escient, donc à bon escient, pardon. Donc corps utopique, ça ne suffit pas, à mon avis, à envisager justement la posture qu'on peut avoir et le ressenti que l'on a dans cette expérience. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu. Oui, oui, et d'autant plus, vous posez ce nœud théorique que je trouve il mériterait des études partagées entre nous sur la question du corps face aux médias en général, mais évidemment à ces nouvelles formes. Voilà, une forme de plus, donc cette réalité mixte dont vous avez parlé. C'est pour ça que, pardon, je reprends juste quelques secondes, je veux laisser les autres participants évidemment parler, mais la question de l'incorporation au sens étymologique du terme, comme je l'ai souligné, de unir en un seul corps, je la trouve intéressante pour réfléchir au corps machinique, au corps appareillé que l'on a quand on est équipé de ce genre d'appareil, où en l'occurrence, on voit le réel et parfois il est occulté. Donc c'est cette manière d'être aussi une part de la médiation, elle me paraît extrêmement intéressante, et d'être aussi une part de l'œuvre, puisque c'est aussi via le corps que l'œuvre se déploie dans sa totalité. Et le dernier point, ce qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est l'expérience collective également, qui est quand même assez rare avec les expériences immersives. Il y en a quelques-unes, évidemment. Mais là, vu qu'on voit aussi les autres avec le casque et on voit leur corps réagir, c'est très perturbant. Donc, j'en suis vraiment au stade pas d'analyse, mais d'intuition. Et je vous ai fait vraiment part de ma pensée, que je n'ai pas plus développée que ça. Mais je vais écrire un article pour les âmes, l'école supérieure des arts de Caen, sur ce dispositif, puisque j'étais invitée par l'artiste à travailler sur l'œuvre. Voilà, enfin, réfléchir à son œuvre. Merci. Merci. Il y a Philippe Huche qui souhaite intervenir. Oui, par rapport à ce que disait Claire, le dédoublement du corps. Est-ce que c'est. Vous m'entendez? Oui, il faut parler légèrement plus fort, mais sinon on vous entend. Parce que j'ai changé d'ordinateur. Oui, est-ce que c'est pas le dédoublement du corps, c'est le dédoublement de l'espace? Parce qu'à un moment dans votre projet, vous êtes en réalité augmenté, mais en fait, comme on a discuté avec un philosophe là, sur cette question-là, c'est pas la réalité qui est augmentée, c'est la perception de la réalité qui est augmentée. Mais à ce moment-là, pour moi, vous êtes toujours votre corps est toujours dans l'espace réel, mais vous avez une augmentation, perception différente, augmentée. Par contre, quand il y a occultation et que on se trouve dans un espace de réalité virtuelle, c'est ce que j'expliquais ce matin. Ce matin, j'ai parlé que de réalité virtuelle, pas de réalité augmentée. Et donc, le dédoublement, c'est le doublement. On propose à l'utilisateur deux espaces. Il est dans l'espace réel, et après, il se trouve dans un espace virtuel, avec toujours cette question d'ambiguïté, bien sûr, que j'ai souligné ce matin. On y est plus ou moins au niveau extéroception, on y est totalement dans l'espace virtuel, mais au niveau proprioception, on est un peu dans ces deux questions, ce qui évidemment propose après une analyse de la perception. Là, je pars plutôt au niveau de l'aspect sensorimoteur, qui est un peu cognitif, mais après, c'est une question de perception de son corps, qui est une question évidemment très large. Voilà, c'était juste pour ajouter un peu, plutôt des doublements du corps, je préférais du doublement de l'espace. On a deux espaces qu'on switch de l'un à l'autre. Je ne sais pas si je dois réagir. Merci, oui, pour
pour la précision, mais c'est justement la complexité on est à la fois dans l'espace réel et parfois dans l'espace virtuel, et dans l'espace réel et virtuel quand on est en réalité mixte ou augmentée. Et moi, je parlais plus de redoublement que de dédoublement. Mais bon, il faudrait un peu longtemps pour montrer la nuance, pour expliquer la nuance. D'accord, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors moi, je vais en poser une. J'ai une question toute simple qui fait partie en vérité de la table ronde, mais qui est assez décisive. Et puis, comme on parlait avec Claire Châtelet, c'est apparu de manière immédiate dans sa présentation. Et parce que là, on peut sentir parfois une distance qu'il faut interroger entre la prise de parole théoricienne, la prise de parole de création, mais pas quant à des régimes, de discours, mais quant à des enjeux d'expérience. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécifique dans l'expérience des dispositifs immersifs du type 360 degrés VR, XR, qui implique nécessairement, pour pouvoir en parler, d'en faire réellement l'expérience? Parce que la grande difficulté, c'est que si on n'en fait pas d'expérience, on peut arriver par l'imagination et par les expériences disons, autres qu'on a pu vivre à travers le cinéma ou le jeu vidéo, mais finalement se retrouver très vite embrouillé ou dans des fausses analogies parce que l'expérience n'a pas été faite. Et d'aller plaquer un peu rapidement des concepts existants pour des types d'expériences qui sont finalement d'une autre nature, ou du moins pas immédiatement comparables, en tout cas pas similaires à celles qu'on peut vivre dans ce type d'expérience-là. Et je pense que Claire Châtelet pourrait peut-être enchaîner immédiatement, c'est pas pour insister absolument sur son intervention, mais je pense que c'était assez évident par le fait qu'elle a mis en valeur que, voilà, en ayant fait l'expérience, il y avait un trouble qui s'opérait, qui n'était pas juste un trouble perceptif ou expérientiel, mais aussi un trouble réflexif, herméneutique. Et je pense que c'est important de souligner et de discuter un petit peu là-dessus, si en tout cas il y a nature à discussion entre nous. Merci. C'est tout à fait ça. Moi, j'en avais entendu beaucoup parler de ce projet puisque je connais l'artiste qui avait déjà travaillé sur un projet extrêmement intéressant qui s'appelait A-Reality, qui consistait avec un casque équipé d'un téléphone à perturber déjà le réel, et questionner la perception dans le réel. Et là, c'est une sorte d'aboutissement beaucoup plus complexe parce qu'il y a une vraie dramaturgie dans ce projet Alpha Loop. Et j'avais jamais réussi à en parler, même si j'avais des intuitions, parce que je l'avais pas testé. Et quand je l'ai testé, ça a vraiment changé les idées théoriques, enfin les pistes de réflexion, disons, que j'anticipais par rapport aux présentations que j'avais pu avoir, notamment de la part de l'artiste. Et je crois que c'est vraiment essentiel. Là, on met le doigt, mais à la fois, j'ai l'impression que moi, je viens du cinéma, enfin, des études cinématographiques. J'ai fait une thèse en cinéma sur les avant-gardes des années 20 et un mouvement cinématographique danois. Mais j'ai pratiqué aussi. J'ai fait une école de cinéma. J'ai un parcours donc technique, et à chaque fois je m'interroge sur la légitimité, alors je vais mettre un pied peut-être oui ou pas, mais de réfléchir au cinéma sans avoir essayé un peu d'en faire, ou voilà. Mais c'est ma posture aussi de chercheuse. Moi, ça m'a paru nécessaire, par exemple, là j'essaie parce que j'en suis loin, de faire une HDR sur les dispositifs immersifs en recherche-création à partir du film que j'essaie de réaliser en VR. Et moi, ça me paraissait essentiel, en particulier pour ces dispositifs immersifs, d'en passer par la pratique pour pouvoir les penser. Alors, non seulement l'expérimentation, c'est pour ça que je vais essayer de voir le maximum de projets, mais aussi la réalisation. Comment on écrit un projet,
comment on le réalise, avec quelle équipe il faut travailler. Et là, d'ailleurs, j'étais très intéressée par ce que disait Christelle ce matin sur développer des outils un peu plus faciles pour qu'on puisse s'emparer de ça pour faire de la conception. Moi, j'ai essayé d'apprendre toute seule Unity, par exemple. Enfin, c'est vrai que c'est tellement complexe, je trouve, ce domaine, que voilà, il faut vraiment expérimenter, voire pratiquer. Merci beaucoup. Je me permets de compléter très rapidement pour simplement rappeler que c'était l'enjeu même du colloque, à savoir d'interroger cette relation entre recherche et création, en quoi ce dispositif est essentiel dans les deux sens. C'est à savoir pour la recherche d'avoir besoin de la création, c'est-à-dire pour faire bouger aussi les cadres prédéfinis de ce que c'est que la recherche dans l'université, mais aussi dans le développement technologique pour la recherche et développement. Tout comme l'idée qu'on se fait a priori quand on est créateur, peut-être, de ce qu'est la recherche dans les universités et dans la recherche et développement technologique, et que la rencontre des deux pose beaucoup de questions, mais permet aussi des interrogations réciproques et qui sont très importantes pour trouver une autre méthodologie de recherche où recherche et création ne se succèdent pas dans le temps, quel que soit dans le sens où on le prend. Mais vraiment peuvent se faire en même temps pour produire d'autres cadres, d'autres méthodologies, d'autres manières de faire. Et il semblerait que pour ce qu'on a vécu nous-mêmes ici, dans le partenariat, par exemple, avec l'Université de Lille et le laboratoire Gersica, Christelle pourrait très bien en parler, que les questions posées par les artistes aux ingénieurs, au moment même où ils sont en train de produire un plugin ou un développement logiciel, sont capitales. Pas forcément pour des finalités d'application, mais pour la création parfois de la structure et du type de fonction qui vont exister dans le logiciel. Et ça, parce que forcément, les artistes interrogent les cadres systématiquement qu'on leur donne, les outils qu'on leur donne, parfois pour les élargir, parfois pour les contourner, parfois pour les détourner. Et en fait, ça a des effets considérablement féconds. Malgré les différences de vocabulaire, malgré les différences de formation, malgré les différences parfois de temporalité entre un projet artistique et le développement technologique d'un logiciel, ou celui de la réflexion théorique. Et donc, le modèle de la recherche-création, quand vraiment il est bien pensé, produit des effets tout à fait féconds, encore une fois, et assez nouveaux. Et c'était bien l'ambition de le colloque d'essayer de l'interroger de cette façon. Et un autre petit incise, mais très rapide, en fait, il nous semble absolument nécessaire que pour arriver à comprendre ce qui est transformé dans l'expérience de la VR et de la XR, mais aussi donc dans son écriture, et donc, dans ces conditions de tournage, dans ces réflexions d'intention, de projet, etc., eh bien, nous amène à reconsidérer aussi la place qu'on veut donner à chacun des acteurs qui habituellement sont isolés à des endroits différents et qui se parlent à un moment du projet, mais pas dans l'ensemble du projet. Alors, c'est pas toujours possible dans les conditions réelles, hein, ça c'est évident, mais en tout cas, il y a des dispositifs à créer qui peuvent être très intéressants. Et donc, la seconde incise que je voulais donner, qui nous montre que finalement, nos réflexions sont très anciennes en vérité, et plus anciennes peut-être qu'on ne le croit, parce que si je me réfère à l'essai sur la norme du goût de David Hume de la fin du XVIIIe siècle, l'enjeu au moment où la critique d'art apparaît, et qui est saisie initialement par des philosophes et écrivains, quel est l'enjeu pour David Hume? C'est que le goût, ça s'affine, et ça s'affine par la pratique. Et donc, ceux qui se prétendent théoriciens et donc de grands critiques qui pourront essayer de révéler ce qui est en jeu dans la création, eh bien, doivent eux-mêmes pratiquer, en faire l'expérience. Et donc, c'est pas seulement une position d'observateur ou de contemplateur comme pouvait être celle qu'a donnée Kant, mais vraiment celle de David Hume, qui est celle de faire l'expérience de l'œuvre d'art, mais de faire son expérience aussi en faisant de la peinture par soi-même. Pas pour devenir artiste, pas pour prétendre même qu'on est capable de faire un tableau qui pourrait être reconnu comme étant de l'art. C'est pas l'enjeu.
mais de faire l'expérience pour en comprendre les conditions, parce que les conditions sont formantes. Et ça, bien souvent, quand on a la position du théoricien, on a tendance à l'oublier. Moi, c'est ce que j'appelle le milieu techno-esthétique pour ma part en tant que philosophe, mais ça, c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, c'est une vieille histoire, mais qu'on a vite oubliée, et qu'il est bon qu'on reprenne en main dans nos enjeux, qui sont ceux de qu'est-ce que c'est que cette nouvelle expérience et comment la penser quand on parle des dispositifs immersifs de type 360 VR XR. Pardon, j'ai été un peu long. Si je peux compléter sur cette partie, justement, ce qu'il faut bien voir, moi aussi je partage cet avis que pour comprendre la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il faut évidemment la pratiquer. Ayant fait des centaines, au moins 80 centaines de conférences sur la réalité virtuelle ces dernières années, quand on parle à des gens qui n'ont pas testé, c'est difficile pour eux de comprendre. Il faut bien aussi bien comprendre que c'est la réalité virtuelle, la réalité virtuelle crée des espaces que personne avant n'avait testé, n'avait expérimenté. Puisqu'on se trouve avec des aspects sensorimoteurs et cognitifs qu'on n'a jamais abordés avant dans différentes, que ce soit les techniques à passer sur le cinéma, etc. Ça ne reste pas avec un impact aussi important. Et donc, c'est encore plus compliqué pour la personne de lui faire comprendre si elle n'a pas vécu l'expérience. C'est comme je disais ce matin, il y a tout ce qui est inconscient au niveau sensorimoteur, le schéma corporel, que évidemment les gens de neurosciences connaissent bien, l'image de soi. Toutes ces questions-là ne sont pas forcément bien analysées par les personnes qui vont tester ces expériences. Et donc, si on n'a pas expérimenté une fois ou deux fois, on a du mal à imaginer ce qui va se passer. Je pense que c'est indispensable, indépendamment de la partie recherche, mais pour l'usager classique, on s'est aperçu, alors il y a 5, 6, 7 ans, quand c'était un peu le renouveau de la réalité virtuelle, quand on faisait des conférences, on avait du mal à expliquer, parce qu'il y avait peu de personnes qui avaient testé la réalité virtuelle. Maintenant que c'est un peu plus courant, on voit que c'est plus facilement compréhensible par l'utilisateur, même si beaucoup des perceptions qu'il va recevoir sont inconscientes, et il va évidemment comprendre, il va avoir que des émotions, mais il aura du mal à analyser son comportement dans ces environnements. C'est juste pour compléter ce qui a été dit. Oui, merci Philippe. Il y a Marie-Laure qui souhaite intervenir. Oui, juste aussi en termes pédagogiques, je ne sais pas comment ça se passe pour vous à Valenciennes, mais nous, la difficulté qu'on a avec les étudiants, c'est qu'ils ont très peu d'occasions, alors encore moins avec la Covid, mais ils ont très peu d'occasions de voir des œuvres en réalité virtuelle. Je ne sais pas, et c'est vrai que à partir de là, bon, on peut faire certains ateliers ateliers d'expérience, etc. Enfin, un travail d'imagination pour leur faire comprendre comment on décrit une expérience à la première personne. Mais c'est vrai que, enfin voilà, moi c'est la difficulté que j'ai en tout cas en ce moment avec les étudiants. Tu voulais répondre peut-être, Christelle? Je regarde un micro. Bon. Oui, c'est une question et c'est une question récurrente. Alors c'est pour ça que moi j'encourage la démocratisation et je suis avec passion le fait que les interfaces démocratiques soient plus accessibles, économiquement parlant, en tout cas pour nos écoles, parce que Note on Blindness, qu'on a évoqué déjà à 2 reprises, elle est sur le store de l'Oculus. Donc, c'est une œuvre artistique, moi, que j'avais vue en festival et que je peux désormais partager. Pour la simple raison, voilà, qu'elle est accessible. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur presque, je veux dire, comment faire l'histoire et de pouvoir transmettre en fait cette expérience-là dans la mesure où chacun de nous
fait un certain nombre d'expériences dans les festivals et très souvent, on échange dans les festivals les expériences que l'on a faites dans d'autres festivals pour essayer de partager cette connaissance et d'alimenter cette connaissance qui, en effet, doit passer par l'expérience. Et vous évoquiez les caves, et c'est vrai que ces lieux-là ont été des lieux essentiels pour très forte et simplement c'est que c'est des moments extrêmement limités à la fois dans le temps, dans les moments où ils ont pu advenir, et c'est vrai qu'on se retrouve exactement dans les mêmes configurations que ce qui s'est passé avec les CD-ROM, mais j'ai envie de dire encore d'une autre manière, c'est cette mémoire-là qui finalement doit passer presque par le récit de l'expérience. C'est assez étonnant parce qu'on se retrouve à mimer. Je me rappelle avoir discuté avec Jean-Louis de Coster sur l'expérience d'Inaritu, et il était en train de marcher dans l'espace, de m'expliquer comment il passait de l'autre côté du mur, etc. Et j'étais en train de me dire, tiens, c'est extrêmement troublant, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de transmettre quelque chose qui, en effet, passe par l'expérience du corps et de l'espace pour décrire finalement une expérience qui est à caractère immersif, visuel. Et c'est vraiment une question que je continue de me poser, de savoir comment, en dehors on va dire des stores qui peuvent être mis à disposition si on a un dispositif au niveau de l'école, ou alors si on a quelques casques et on enregistre préalablement les expériences. Moi, c'est comme ça que je fais, hein, Marie-Laure. J'ai mon propre, des fois j'achète, tu vois, des pièces et je les mets dans mon Quest ou au départ, tu vois, dans le premier Oculus, et puis je l'amène à l'école, et puis comme ça on peut mettre le casque et faire l'expérience. Mais c'est vrai que je veux dire, en dehors du laboratoire, parce que ça aussi c'est une question, c'est que le laboratoire, on est de gros moyens par moment pour développer des projets, mais pour les artistes, c'est vraiment une mise à distance, et c'est pour ça que on est aussi en train de réfléchir à ces outils que tu évoquais, donc Claire, qui sont dans cette idée de pouvoir prototyper, juste essayer des idées et de pouvoir faire une forme d'économie de moyens techniques. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas scripter. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux penser des interactions sans avoir besoin de scripter? Et c'est pour ça qu'on fait ce travail sur Evimat avec Christophe Chaillot, donc, et des étudiants ingénieurs, pour faire des choses qui existent déjà, mais simplifiées, pour simplement pouvoir arriver à s'en saisir et les penser. Et c'est ce que je vois, ce que j'ai vu là aujourd'hui dans le projet Scream, cette volonté de pouvoir trouver un moyen d'avoir un partage de connaissances. Et c'est vrai que aussi ces interfaces comme Unity qui sont accessibles aussi bien à des développeurs vidéo qu'à des créateurs comme nous, sont finalement une espèce de plateforme de passage qui nous permettent peut-être de trouver des espaces de croisement justement et d'expériences partagées. Donc voilà, c'est juste une réflexion. Il y a Claire Châtelet qui voulait intervenir à la suite immédiate. Oui, enfin, je vais pas dire beaucoup plus, mais effectivement, c'est un gros problème, les lieux de diffusion, et comment on peut, à la fois d'un point de vue pédagogique, parce que moi aussi, je pose des questions à chaque fois. Qui a vu des œuvres en réalité virtuelle? Alors, oui, certains ont fait des expériences, mais alors plutôt en jeu vidéo, dans mes étudiants et mes étudiantes, hein, ou qui a un casque? C'est la question que je pose depuis plusieurs années, depuis que les premiers casques sont sortis. Qui a un casque de réalité virtuelle? Alors, il y en a très très peu, évidemment. Là, il y a depuis quelques mois, avec les Quest, il y a plus d'étudiants c'est genre 1 ou 2 dans une classe de 50 ou 60 qui disposent de ça, mais ils n'ont aucune, même ceux qui sont en conception, en création, ils n'ont aucune connaissance des œuvres existantes. Hein. Donc c'est quand même un problème, la diffusion en général.
La personne suivante, c'est... pardon, j'ai envie d'éternuer. Elle peut prendre la parole directement, sinon je vais y arriver. 1, 2, 3, ça va passer. Donc c'est Myriam de Sainte-Catherine qui voulait intervenir. Oui, merci. Oui, donc je voulais réagir à ce que tu disais, Christelle. Et puis, donc, je vais en profiter peut-être pour repositionner un petit peu l'histoire en informatique musicale, qui est assez différente en fait de l'histoire de la technologie, de l'arrivée de la technologie dans les arts, parce que en fait, l'informatique musicale a démarré dès l'apparition des ordinateurs, et du coup, ce sont directement des ingénieurs musiciens qui se sont emparés de ça, qui se sont dit mais c'est un merveilleux instrument de musique, et tout de suite il y a eu des outils pour créer de la musique. Alors c'est sûr qu'au départ ils n'étaient pas très performants, hein, mais et c'est une communauté qui a mélangé tout de suite des ingénieurs, des chercheurs, des compositeurs. Donc, il faut savoir que c'est quand même John Chowning, qui est un compositeur, qui a inventé une technologie qui a été finalement implantée dans les Yamaha DX7 dans les années 80. Et voilà, donc il y a eu comme ça une communauté complètement pluridisciplinaire, quoi. Et les outils ont avancé à la fois avec les besoins des artistes et puis les technologies qui arrivaient. Alors, après, au Scream, il se trouve que on avait une communauté de compositeurs qui n'étaient pas en fait formés, qui n'avaient pas envie d'utiliser ces outils-là, parce que ça restait quand même des langages de programmation. Alors, je ne sais pas comment vous travaillez avec Unity, est-ce que vous programmez en C# pour... voilà, donc c'est des langages plus dédiés, disons, à la musique, hein. Il y a Max, il y a PD, ces langages-là, pour qui voulait faire des pièces interactives. Donc les Pro Tools pour faire des pièces qui se jouaient sans interaction, et puis ces langages-là pour faire des pièces interactives, sachant que c'est des langages visuels, donc plus faciles quand même à aborder, mais c'est quand même des langages de programmation, mais pas accessibles à tous les compositeurs. Voilà. Donc, si je puis me permettre, MaxMSP, par exemple, que j'ai pu utiliser à plusieurs reprises dans certains projets avec justement des compositeurs. Le compositeur en question, qui avait une formation classique de solfège, mais qui faisait de l'électroacoustique et qui l'enseignait, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, je le mets à l'imparfait parce que c'est une expérience passée, et il se trouve qu'il a pu se former assez rapidement à MaxMSP parce que ça fonctionnait par des patchs assez simples, et vous avez des unités de base avec des liaisons à opérer, et vous pouvez choisir vos paramètres, s'ils varient en temps réel ou pas, etc. Et en fait, il y a une auto-formation presque qui est possible. Et en fait, les outils de ce type appliqués à la VR XR, par rapport à l'expérience justement de la musique électroacoustique que j'ai de manière directe, il faudrait l'équivalent. Et en effet, c'est ce que Christelle et le LIRSICA de l'Université de Lille essayent de faire. Et je pense qu'il faut même encore aller un petit peu plus loin. En effet, c'est passer par ce genre de construction par image ou par icône qui permet en fait, grâce à une pensée plus spatiale et plus imagée, de mettre en place les éléments et qui font l'efficacité et ce qu'on appelle comment on appelle ça d'ailleurs, ça m'échappe, la convivialité, voilà, du logiciel. Même si apprendre à coder, c'est toujours très important, bien évidemment. Et ça devrait faire partie des enseignements de base à l'école, comme moi je l'ai connu avec ma génération. Avant que les logiciels soient imposés sur toutes les machines informatiques, il fallait apprendre le langage codé. Et je l'ai appris quand j'étais enfant. Ensuite, je l'ai désappris, ou plutôt je l'ai oublié, parce que les logiciels se sont imposés dans la micro-informatique, et même celles qui étaient présentes dans les écoles, on apprenait non plus à coder, comme sorte de langage primaire qu'on doit absolument acquérir, du type du calcul ou de l'écriture alphabétique, ainsi que de la lecture, et de l'autre, d'avoir les logiciels en plus. On a arrêté d'apprendre à coder, on a appris à utiliser les logiciels. Et depuis, ça n'a plus jamais changé. Et pour apprendre à coder, il faut faire des études d'informatique ou être un passionné
qui a découvert ce mode d'écriture et qui aime l'apprendre par lui-même, échanger sur des forums, etc. Mais sinon, c'est une filière qui est devenue spécifique, alors que ça devrait être l'un des apprentissages de base, en même temps que le calcul, l'écriture et le dessin, bien évidemment. Mais sauf que pour le moment, en tout cas en France, on n'en est pas là, malheureusement. Ouais, c'est ça. Oui, on y en a un Donc peu. pour finir sur ce que je voulais dire, donc on est parti sur un modèle qui introduit du temps, parce que c'est un peu compliqué en Max MSP de gérer du temps tel qu'on l'a fait dans le séquenceur OssiaScore. Et finalement, la plateforme sur laquelle on est arrivé, bon, c'est une plateforme qui doit avoir l'agilité de pouvoir intégrer des nouveaux modèles scientifiques et puis aussi de pouvoir développer des nouveaux usages artistiques. Et finalement, il y a plusieurs niveaux. Donc, bon, il y a le niveau de l'utilisation, comme tu dis, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée pour écrire en utilisant l'interface, mais elle est adaptable à des nouveaux usages parce qu'il y a un deuxième niveau qui est un niveau extensible. Alors, il y a des langages dedans. On peut donc écrire ses propres petits programmes de synthèse de son ou de comportement qu'on veut, soit en JavaScript, en Faust, en Super Collider, comme a montré Thibaut, en Max et PD aussi, évidemment, donc ça communique avec... Donc il y a ce niveau-là, et après il y a un niveau un petit peu plus expert qui est de créer soi-même ces nouvelles boîtes, donc là c'est des plugins où il faut programmer en C++. Disons que là, c'est plus pour les réalisateurs en informatique musicale, donc ceux qui sont ingénieurs et qui savent déjà programmer dans des langages plus bas niveau. Et puis ensuite, bon, il y a la plateforme elle-même qui peut être attaquée pour avoir des évolutions plus importantes. Mais je veux dire que voilà, on est arrivé à une maturité d'organisation de plateformes expérimentales qui permet en fait des évolutions et des agilités à plusieurs niveaux d'expertise. Merci beaucoup. Alors, il y a deux interventions qui vont se suivre. Philippe Fuchs d'abord et ensuite Jean-Louis de Coster. Oui, c'était pour compléter sur les problèmes de programmation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Virtus. Ça vous dit Virtus? C'était le logiciel qu'a développé par des Français à partir des années 90 et qui a été le logiciel utilisé pour tous les industriels pour la réalité virtuelle. Et dans ce Virtus, on faisait avec des blocs et on reliait de façon graphiquement. Et donc, ça permettait à des non-informaticiens à travailler avec ce logiciel Virtus qui a été un succès pendant un certain temps, jusqu'au jour où Dassault Systèmes l'a racheté et l'a détruit un peu pour d'autres usages. Mais j'étais étonné dans les années 95, quand j'allais à l'hôpital Salpêtrière, de voir une psychologue qui programmait des dispositifs de réalité virtuelle pour les thérapies, et qui déjà utilisait couramment ces logiciels de réalité virtuelle sans avoir besoin de programmer. Et donc, c'est toujours une question qui encore, Virtus aurait été poussé par Dassault Systèmes, ça aurait été de l'Unity actuel, mais c'est toujours une question, bien sûr, qui se pose problème. Et quand on a maintenant des fonctions simples, classiques, vous avez toutes les entreprises qui font de la référence depuis 15-20 ans, qui vous proposent des solutions sans être obligés de programmer et de coder. On a besoin de coder maintenant quand, dans les environnements virtuels, on a des applications très spécifiques, très particulières. Alors, c'est peut-être le cas au niveau de l'expérience artistique, mais il faut bien avoir quand même qu'on a besoin d'être entouré d'informaticiens, mais ce n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, on peut maintenant se passer en grande partie grâce aux fonctions qui ont été développées. C'était juste un complément, puis un peu un historique d'un logiciel qui était le logiciel utilisé par tout le monde, tous les professionnels dans les années 2000, jusqu'avant, pendant une certaine époque. Merci Philippe. Jean-Louis de Coster. Oui, bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Très bien, parfait, merci. Ben voilà. Je voulais déjà remercier les intervenants d'aujourd'hui parce que c'était vraiment très, très intéressant. J'ai l'habitude d'aller beaucoup en festival et de voir beaucoup de conférences. Il y avait vraiment des choses superbes et hier aussi. Malheureusement, je n'ai pas pu tout suivre. Je voulais rebondir sur ce que Christelle disait par rapport aux œuvres, et c'est vrai que c'est parfois un peu dommage qu'elles se cantonnent à des festivals. Je prends par exemple une œuvre qui est dans mon top 3 de tout ce que j'ai pu faire, qui est le Alice de Mathieu Chelbourg, où il fallait manger, danser,
chanter, qui était vraiment une féerie superbe. Il y a une autre œuvre aussi qui s'appelait The Roaming de Mathieu Prada, qui avait été montrée à la Mostra, où justement, il y avait un feu où il fallait s'asseoir par terre, être pieds nus dans du sable. Et j'ai demandé à Mathieu, comment est-ce que tu as fait pour générer la chaleur du feu? Et il me dit, mais écoute, il y avait rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment mon cerveau, j'avais vraiment l'impression de passer mes mains devant ce feu et de sentir. Et alors l'expérience se passait dans une pièce de 5 mètres sur 5 et j'ai eu vraiment l'impression de déambuler sur un terrain de basket parce qu'il y avait un ninja derrière vous qui bougeait le câble du Vive. C'était vraiment superbe. Et alors, pour réagir sur un outil de prototypage que j'ai découvert début de cette année, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui s'appelle Microsoft Maquette, qui est gratuit sur Steam et qui fonctionne aussi bien avec un Rift qu'un Vive. Et en fait, la chose intéressante, c'est qu'on peut donc tout à fait modéliser comme Blocks de Google, donc modéliser des formes, mais on peut également importer des modèles 3D qu'on a déjà préfabriqués. Et l'intérêt de ce programme, c'est qu'en fait, il y a une passerelle vers Unity. Donc, on peut prototyper très rapidement une pièce et après l'importer dans Unity et regarder dans une expérience room scale comment ça fonctionne avant de passer justement avec des modélisateurs 3D ou des techniciens. Et donc, même si on n'a pas énormément de compétences sur Unity, on peut facilement faire quelque chose rapidement. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ce programme. Il est gratuit en plus, pour une fois que Microsoft nous offre quelque chose de gratuit. Voilà. Super de mettre un lien dans le chat pour qu'on puisse aller voir ça. Voilà. Et alors, toute dernière chose aussi, on a parlé du son un peu cet après-midi. Je vous encourage à regarder ce qu'une société bruxelloise fait qui s'appelle Demute.studio. Et ils sont en train ils développent déjà depuis plusieurs années un casque de réalité virtuelle uniquement audio, qui à la base était vraiment un casque physique. Et maintenant, ils travaillent sur un petit programme donc en Bluetooth via votre téléphone. Et en fait, ce programme ou ce casque permet d'activer des projecteurs, des vidéoprojecteurs, des endroits, donc c'est précis, entre 5 cm jusqu'à 100 mètres. Et là, ils sont en train de préparer une expérience pour le musée des égouts de la ville de Bruxelles, qui va durer 25 minutes, où en fait, vous êtes un stagiaire et le fonctionnement des égouts va vous être expliqué par quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience. C'est tout à fait bluffant. C'est magnifique. Et donc voilà, c'est Demute.studio, qui est un studio son qui travaille dans le jeu vidéo et dans la VR. Voilà, donc je vous encourage vraiment à regarder ce qu'ils font et à suivre leur parcours. Merci en tout cas. Christelle, je veux enchaîner. C'est juste pour compléter en fait une expérience justement Demute que j'avais faite à Bruxelles et qui était justement à partir d'objets. Il y avait une sorte de petite mise en scène et lorsqu'on s'approchait des objets, on avait les objets, il y avait des photos. En fait, c'était dans un espace reconstitué d'une classe et c'était assez beau parce que je repensais au projet d'hier avec cette question de la mémoire lumière. Et je me rappelle l'expérience où en fait la proximité du fait de s'approcher des objets et que ces objets finalement soient le lieu du récit fonctionnait extrêmement bien de façon très intuitive et on avait aussi étrangement un rapport au toucher, on était dans une expérience d'un imaginaire basé sur le son et je trouvais ça extrêmement riche en termes de projection finalement d'imaginaire à partir d'objets. Et donc c'était fait par cette entreprise. S'il n'y a pas d'autres réactions immédiates sur ce sujet, j'aimerais qu'on revienne sur une autre question de la table ronde et qui me paraît essentielle et qui a un peu traversé autant les présentations d'aujourd'hui que les présentations d'hier, à savoir, elle est toute simple mais elle est redoutable, à savoir quelle incidence du corps sur la narration immersive. Parce qu'évidemment, on a parlé du point de vue en première personne, du point de vue en troisième personne, etc. Le fait d'avoir le corps apparent ou le corps transparent, voire le corps absent dans les expériences 360 VR, XR. On a parlé aussi de l'expérience nécessaire qu'on devait faire avec son propre corps pour pouvoir penser ce type de dispositif et les enjeux qu'il mobilisait.
Mais là, plus spécifiquement sur la narration, est-ce que vous pourriez les uns et les autres, les unes et les autres, revenir soit à travers votre propre expérience d'analyse, de création, de production, revenir sur cet enjeu du corps dans la narration immersive. Quel effet produit le corps et la manière dont on le filme, dont on le met en scène. Je repense à Marie-Laure aussi, qui avait bien mis en évidence les effets de saut que pouvaient produire d'étrangeté, mais qui étaient au service en même temps de la narration, du fait de pouvoir être dans tel ou tel personnage, et ensuite de se retrouver en point de vue extérieur, en spectateur plus classique du cinéma. Et je crois que là, il y a des enjeux véritables sur lesquels il serait intéressant de revenir. Donc, quel effet et quel rapport du corps dans la narration immersive? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer là-dessus? Ouais, moi je veux bien tenter. Bonjour, Sébastien Duhem, je suis cinéaste et j'ai un peu un souci moi avec toutes ces nouvelles technologies. Ça fait 2 jours que je vous écoute très attentivement. C'était assez passionnant. J'ai fait des petites expériences en tant que spectateur VR, mais alors très succincte, à l'ouverture du Futuroscope il y a très très longtemps. Donc vraiment au début de la technologie, au moment où c'était vraiment pas abordable. Et là récemment, avec des méthodes très classiques comme un casque en carton dans lequel on va venir mettre son téléphone pour faire des choses abordables. Et moi, ce qui m'embête en tant que réalisateur, quand je dois penser des scénarios 360 ou des scénarios, des histoires VR, je me retrouve souvent avec des thèmes imposés par la technologie. C'est-à-dire que lorsqu'on a un point de vue subjectif, comme en a parlé Ludo tout à l'heure, il y a forcément une notion, pas de film d'horreur, mais moi je pense au film Peeping Tom, qui est un classique dans l'histoire du cinéma, qui est, on a cette notion de voyeurisme qui est forcément sous-jacent à la méthode de réalisation, à la méthode de... Le point subjectif, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on veut, quoi. Donc ça peut permettre, c'est génial, ça peut permettre d'être à la place d'être un animal, ça peut permettre d'être à la place d'un dieu, ça peut permettre d'être à la place de plein de gens, et l'identification, c'est une mécanique indispensable au cinéma. Mais d'un point de vue récit, la question de la grammaire a été posée, par exemple, hier, de créer cette nouvelle grammaire cinématographique avec ces nouvelles technologies-là. Et je trouve ça encore un peu... il faut expérimenter plus, je pense, c'est ce qui a été dit avant. Mais ça a tendance j'ai tendance à faire l'amalgame entre la technologie et les thèmes qui peuvent y être abordés, quoi. Autant dans des utilisations dans la santé, dans la psychologie, dans le patrimoine, comme on a pu le voir hier, ça me paraît évident et je me pose aucune question, alors que dans l'histoire de la cinématographie ou dans le récit cinématographique, c'est encore difficile à penser. Et, de toute façon, il y a un antagonisme entre le cinéma où on raconte une histoire, on a une narration qui va être bien établie, et en réalité virtuelle, on va permettre à l'usager d'intervenir. Donc on ne maîtrise plus, il y a un antagonisme. Et d'un côté, la personne par son corps va pouvoir agir sur la narration, mais le réalisateur qui veut concevoir, l'artiste qui veut concevoir cette œuvre va avoir du mal évidemment à savoir comment ça va se dérouler. Et ça ouvre beaucoup de perspectives, mais évidemment il y a une contradiction, un paradoxe qui a été soulevé déjà il y a plus de 15-20 ans en disant qu'est-ce qu'on fait, comment peut-on procéder à ce niveau-là entre la narration qu'on voudrait linéaire, dans certains cas, ou avec des bifurcations comme dans les jeux vidéo, et un dispositif, une expérience immersive où on va laisser l'utilisateur agir comme il a envie dans cette œuvre. Oui, complètement. La démarche n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de liberté qui est quasiment infini et qui dépend de la personne qui est en train de vivre cette expérience-là. Par conséquent, elle va amener son vécu, comme devant un film, elle va amener son vécu dans cette expérience-là. Et comment est-ce qu'un auteur peut prétendre
utiliser ou trouver un universalisme dans le vécu de chaque spectateur pour pouvoir avoir des expériences qui seraient autres que celles que du simple jeu vidéo, traversant un couloir avec des objectifs et des conflits. Et l'air de rien, c'est bien plus démocratique comme manière de narrer une histoire. Le cinéma, c'est une forme de dictature, quelque part. On est en train de vous imposer quelque chose alors que vous êtes dans un... Alors, à la suite de ça, toujours dans les réactions, il y a d'abord Claire Châtelet et ensuite Marie-Laure Cazin. Oui, enfin, je voulais juste dire par rapport aux limites que vous pointiez, c'est que peut-être le problème, c'est qu'il ne faut pas penser la VR, enfin les œuvres en VR à partir du cinéma. C'est Iñárritu qui a fait Carnet et Arena, donc qui a reçu un Oscar pour cette expérience immersive, qui est cinéaste et qui dit que la VR, c'est tout sauf du cinéma et qu'il faut l'envisager autrement qu'à partir du cinéma. Donc, moi, je ne crois pas qu'une technologie est liée à un thème, hein, comme vous l'avez dit, ou en tout cas, au début alors bon, la VR existe depuis longtemps. Philippe Fuchs l'a déjà dit depuis ce matin. Au début, effectivement, dans les festivals, quand les gens du cinéma ou de l'audiovisuel se sont appropriés la réalité virtuelle, il y avait peut-être cette idée, on voyait un peu toujours les mêmes trucs où on était à la place d'eux, dans des vues subjectives, plutôt du 360, sans interactivité, sans interaction réellement, avec des embranchements narratifs différents. Mais maintenant, il y a des choses beaucoup plus complexes, enfin, à mon avis. Mais tout dépend de quel type de narration. Le corps, il est finalement assez peu. Enfin, j'ai peu d'exemples où le corps est réellement impliqué dans la narration, en fait. Hormis donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi, enfin, évidemment, le projet de Marie-Laure Cazin. Et j'avais fait une expérience extrêmement intéressante à Grenoble pendant le festival Experimenta de lecture immersive de La maladie de la mort de Marguerite Duras, où on se retrouve au coucher sur un lit et à l'intérieur du casque, comme si on était dans une chambre d'hôtel, avec quelqu'un à côté de nous, un homme si on est une femme et une femme si on est un homme qu'on ne connaît pas, qui a un casque aussi. Et dans le casque, on a une chambre reconstituée d'hôtel sous Unity très minimaliste. Et à des moments de la lecture de Marguerite Duras, on est caressé, on est une couverture sur nous s'enlève, etc. Et ça crée quelque chose au niveau du récit qui est extrêmement déstabilisant et vraiment intéressant. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui questionnent vraiment ce rapport entre corps et narration, hormis bouger la tête ou aller dans des embranchements avec des manettes? Je ne suis pas certaine, personnellement. Donc, merci. Ensuite, Marie-Laure et après, Christelle. Oui, par rapport à la réalisation, c'est vrai que le théâtre peut nous aider beaucoup, en fait, pour concevoir un film en 360. Par rapport à la question du cadre, par exemple, en fait, on est dans l'occupation d'un espace, finalement. Et il n'y a plus, par exemple, de plan rapproché, mais il y a un personnage qui se rapproche de vous et qui, tout d'un coup, devient une étape très proche dans le rapport à la sphère d'image qu'on a autour de nous. Donc voilà, je crois qu'il y a eu des expériences d'ailleurs qui ont été faites à Stéréolux où ils avaient invité des réalisateurs et des metteurs en scène de théâtre à concevoir des films, et c'était plutôt les metteurs en scène de théâtre qui s'en sortaient spontanément le mieux. Voilà, et puis d'autre part, la question de la liberté du spectateur, c'est toujours quelque chose d'un petit peu relatif. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'art numérique, les œuvres interactives, la notion d'œuvre ouverte, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été pensées, expérimentées, et je pense qu'on peut s'inscrire dans ces expériences-là. Voilà.